Alors, bonjour à tous, je me présente, Marie-André Lamontagne. Bonjour à tous du public. J'ignore ce que vous avez pu voir ou ne pas voir, entendre ou ne pas entendre il y a quelques instants. Ce sont les aléas du direct et de la technique à l'ère du coronavirus. Mais enfin, tout est rétabli. Nous voici vraiment d'attaque pour commencer cette série, amorcer cette série de 6 webinaires qui sont mis sur pied à l'initiative donc du Consulat de France à Québec et le Goethe Institut à Montréal. 6 webinaires qui réunissent donc des acteurs clés dans différentes disciplines artistiques. Je vais les énumérer dans un instant pour réfléchir ensemble à l'avenir de la coopération internationale dans les arts et la culture. Donc, c'est au cours des prochaines semaines. C'est chaque mardi à 11h, heure du Québec, et à 17h, heure française et allemande. Et puis, comme on a bien répété aujourd'hui avec les tâtonnements, alors la semaine prochaine, tout va se passer évidemment d'emblée très, très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de théâtre. Je vous annonce le programme. La semaine prochaine, 26 mai, littérature. Le 2 juin, musique. Le 9 juin, le cinéma. Le 16 juin, les arts visuels et le 23 juin, la danse. Alors, vous voyez que le spectre est assez complet au fond. Il s'agit de faire une sorte d'inventaire des arts et de leur réaction, de leur réactivité et de l'avenir qui les attend en cette époque de pandémie et rendue plus difficile. Donc, l'idée, c'est aussi de croiser les points de vue québécois, français et allemands. Et donc, je vais agir comme modératrice de cet échange. Et vous, du public qui vous êtes inscrit, ben, vous pouvez maintenant assister, je l'espère, à cet échange et en tirer profit. Et puis, il y aura aussi quelques questions que j'ai reçues depuis ce matin et que je pourrai relayer à un moment donné. Alors, les 4 participants du webinaire théâtre, je les présente de manière très succincte parce que vous trouverez dans le communiqué ainsi que sur le site du Goethe Institut et du Consulat de France le détail de leur parcours professionnel, dont je dis seulement qu'il est très riche et très varié. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on les a choisis aujourd'hui. Mais à titre de repère, donc, Martin Fauché. Martin Fauché, vous êtes metteur en scène québécois, comédien, directeur artistique et co-directeur général du festival Transamérique. Laurent Lalane, vous êtes directeur des productions et du développement international au Théâtre national de Bordeaux, en Aquitaine. Anne-Marie Olivier, vous êtes interprète, auteure, co-directrice générale du Théâtre du Trident à Québec et directrice artistique de ce théâtre. Et Thomas Ostermayer, vous êtes metteur en scène allemand, membre de la direction artistique de la Schaubühne à Berlin et aussi, entre autres réalisations, vous êtes artiste associé au Festival d'Avignon. Alors, merci à tous d'être là. J'ai une question très simple, histoire d'amorcer la discussion. La simplicité, n'est-ce pas, c'est ce qu'il y a de mieux, qui porte, je le rappelle, donc, l'avenir de la coopération internationale dans les arts et la culture. Alors, j'ai envie de vous poser tout simplement, comment allez-vous? C'est-à-dire, comment se porte votre théâtre, votre festival, comment allez-vous? Alors, Martin Fauché, peut-être, dans un premier temps. Alors, bonjour. Le festival commence demain, c'est-à-dire qu'il ne commence pas demain. Donc, voilà, Festival Transamérique, théâtre et danse. Pour les 2 prochaines semaines, on devait présenter 22 spectacles. Des spectacles donc internationaux, des spectacles nationaux en théâtre, en danse, des créations, des spectacles vus. Et, ben, non. Et la grande question qui nous a habité depuis le moment où on a annulé la programmation, ça s'est fait en 2 temps. On a commencé par penser pouvoir présenter malgré tout les spectacles nationaux. Et après ça, on a bien vu que ce n'était pas possible non plus à l'intérieur de nos propres frontières de pouvoir faire voyager les gens et tout ça, de présenter dans des salles. La grande question, c'était comment est-ce qu'on est là malgré tout? Alors voilà, c'était la grande question. Ça va bien. C'est la première vraie belle journée de printemps qu'il y a ici à Montréal. Et en même temps, il y a une inquiétude, une incertitude, un flou
incroyable qui plane sur tout ça. Alors voilà. Bien, Thomas Ostermayer à Berlin, comment allez-vous? Il faut mettre votre micro, il faut activer votre micro. Alors, il faut... Vu les circonstances, ça va pas trop mal. Vu la situation mondiale, ça va plutôt bien en Allemagne, comme vous le savez, peut-être pour l'instant. On ne sait pas comment les choses vont se développer. Nous, on était au moment du lockdown, on était jusque 2 jours avant notre festival qui s'appelle Festival international de nouvelle dramaturgie, qui est un festival à la Schaubühne avec Takeshi Okada, avec Kirill Serebrennikov, Carl Nguyen, Angelica Lidl et des autres. Donc, on était obligé d'annuler le festival. Donc, c'était annulé. Et depuis, on ne joue plus, qui est aussi financièrement un désastre, puisqu'on dépend beaucoup de box-office et on dépend beaucoup de nos tournées, de nos propres tournées. Alors, on était forcé à annuler des tournées à Madrid, à Londres, en Portugal, à Athènes et des autres. Ça c'est pour nous sur les deux niveaux désastreuses parce qu'à la fois, il y a la question financière et en même temps, il y a le lien avec notre public international qui se trouve un peu partout dans le monde dans ce moment. Et je crains que la dernière chose qu'on va revoir dans cette situation catastrophique, c'est des grands spectacles qui tournent dans le monde parce qu'il y a tant de questions autour. Comment voyager avec quarantaine, comment voyager avec certains membres de l'équipe qui ont peur de monter dans un avion. Et des questions pareilles. Alors peut-être que tout ça, on pourrait discuter pendant notre réunion. Et tout d'abord, nous, dernière chose que je voulais dire, nous, on se retrouve après presque 2 mois de confinement, pas confinement sévère comme en France, mais de certains social distancing, donc une distance physique. On se retrouve maintenant dans la situation où il faut se battre pour l'après, donc pour la situation où les budgets des communes, les budgets des villes, tout est vidé parce qu'il n'y a plus comment dire, des taxes qui sont en train de meltdown. Et ça veut dire qu'on est en train de se battre pour un avenir avec un peu d'argent peut-être pour continuer dans notre travail artistique. Là, je viens d'une rencontre avec le maire de la ville et c'était déjà annoncé qu'ils ne peuvent pas aider sur tous les niveaux. Alors, on aura l'occasion d'y revenir. Anne-Marie Olivier à Québec, est-ce que l'avenir paraît tout aussi incertain? En fait, nous, on a tout de suite après une représentation scolaire de Roméo et Juliette, on est allé rencontrer l'équipe pour leur dire que tout était annulé. Et ça a été le branle-bas de combat que tous les théâtres ont connu. Et on a pu dédommager les artistes touchés par les annulations, mais seulement via des dons du public. Donc, on a pu compenser, mais ça reste, comme on dit en québécois, des pinottes. Donc, pas grand-chose pour les aider à survivre. Donc, le Théâtre du Trident ne fait pas de coopération internationale ou très peu, malheureusement, déjà avec les budgets existants. Mais nous, notre modèle économique, il fonctionne
quand la salle est pleine et quand le plateau est plein. On est un théâtre qui présente du répertoire classique. Donc, et là, en mode distanciation, je me demande à quoi ça pourrait ressembler et si ça va brimer ça, le nombre de gens qu'on peut mettre sur scène. Puis pas juste le nombre de membres. Pour moi, le théâtre, c'est quelque chose d'électrique. Il doit y avoir beaucoup de gens dans la salle et beaucoup de gens sur scène. Il faut qu'il se passe quelque chose. Donc, est-ce qu'on peut penser à avoir toute la liberté artistique quand on pourra recommencer? En tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai pas de réponse, mais j'ai beaucoup de questions à échanger avec vous. Laurent Lalanne, à Bordeaux. Eh bien, écoutez, comme tout le monde, on s'est pris un coup sur la tête avec ce confinement parce qu'il a été soudain et qu'on ne l'a pas vu venir. Le théâtre s'est arrêté de fait. On a annulé 53 représentations, ce qui est quand même extrêmement important. On a réussi à reprogrammer 2 spectacles pour la rentrée, puis certains, ce n'était pas possible puisque de toute façon, la programmation au mois de mars en 2021 était déjà très, très avancée. Toute l'équipe est en télétravail, toute l'équipe est très soudée, donc ça, tout le monde est à côté de nous, mais c'est vrai qu'on avance sur des incertitudes récurrentes parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer la rentrée. On ouvre notre rentrée, il se trouve, avec 2 spectacles italiens. Alors là, les dernières informations nous font croire que l'Italie et la France, les frontières seront ouvertes, mais on fait des plans A, des plans B, des plans C sur une question de financement aussi, parce que c'est vrai que faire un public en damier, c'est compliqué. C'est une perte aussi très importante en termes de billetterie. Mais au-delà de ça, c'est que le théâtre, c'est une joie de venir ensemble. Et donc, si on doit parquer les gens en leur disant vous ne pouvez pas vous installer là et qu'on ait tous le plaisir de se retrouver, le plaisir de venir au théâtre, de dîner avant, de prendre un verre après, tout ça va être quand même très amputé. Donc, on est beaucoup sur ces questions-là et on essaie d'avancer au jour le jour, quoi. Et c'est pas simple. Le public en damier, comme vous dites, c'est une disposition du public, une salle clairsemée au fond. Ça, c'est une consigne que vous avez reçue ou... C'est une consigne, enfin, c'est une recommandation, c'est pas tellement officiel, mais c'est quelque chose qu'on travaille. On a 3 salles au Théâtre National de Bordeaux, mais c'est-à-dire que sur la salle, mettons, Vitesse, où il y a une jauge de 700, si on respecte les consignes de 1 mètre de distanciation, de 700, on passe à 175. Notre autre salle à Vautier, où on a 415 places, on passe à peu près à 105. Donc, on essaie de regarder un peu tout ça. Mais c'est vrai que ce qui est compliqué, la question se pose aussi, c'est que si un artiste est atteint du corona, donc il ne peut plus jouer, est-ce qu'il faut penser à une double distribution? Enfin, c'est quand même un casse-tête technique, en production. Et voilà. Et pour Catherine Marnaz, la directrice du théâtre, c'est extrêmement important que tout le monde, le public et les acteurs soient dans des conditions sanitaires viables. Oui. Il n'est pas question de mettre les gens en danger, quoi. Oui. Thomas Ostermayer, est-ce que vous nous voyez? Ah, nous vous voyons, vous êtes revenu. Est-ce qu'on peut penser... Oui. On peut penser que les questions, si j'en juge par votre intervention au début, les questions logistiques vont prendre toute la place désormais. Est-ce que c'est votre crainte? Oui. La base de faire du théâtre avec des professionnels, avec une certaine distribution, des grandes pièces, la situation économique est toujours, malheureusement, sauf qu'on travaille au Broadway ou au West End, une question de subvention. Donc, au moment où il y a cette catastrophe et il n'y a même plus les revenus de tickets ou des tournées, on se retrouve dans une situation catastrophale. Et donc, parce que les politiques nous demandent, nous, de trouver des solutions, notre plus grand
et peur, c'est nos collaborateurs, parce que nous, on a 220 employés à la Schaubühne, 220 salariés. Donc, ce sont des contrats permanents. Alors, on est responsable pour qu'ils peuvent vivre et ils peuvent gagner leur vie, quoi. Et ça, c'est la base de notre théâtre. Ça, c'est la base de notre travail. Et ça, c'est la base pour qu'on arrive à avoir un certain niveau artistique. Alors, pour moi, pour l'instant, la vraie question à la base, c'est le financement et le rôle de la politique. Et le financement étant ce qu'il est, Martin Fauché, est-ce qu'on peut penser que la composante internationale devra être sacrifiée par la force des choses, ou en tout cas mise sous le boisseau? Le micro, il faut brancher votre micro, voilà. Est-ce qu'on ne vous entend pas? Pardon. Il ne faut surtout pas. C'est-à-dire qu'il faut absolument maintenir ce qui nous relie, tout le monde ensemble, et être encore dans une certaine, pas dans une certaine, dans une fluidité. C'est le plus grand défi actuellement. Les frontières, même que nous, entre certaines régions du Québec, on ne peut pas circuler. Donc, rétablir cette fluidité-là, cette confiance-là d'être les uns avec les autres. Après ça, donc, sur les voyages internationaux, c'est la grande question. Comme le dit Thomas, on va voyager comment? Ça va coûter combien voyager? Quel sentiment de sécurité? Mais il faut absolument qu'on puisse rapidement être liés tous les gens ensemble pour continuer à avoir un échange artistique. Bien sûr que les préoccupations économiques sont là, mais pour l'instant, notre plus grand ennemi, c'est on ne peut plus être en intimité avec l'autre. Et le théâtre est à la base de l'intimité. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit possible pour qu'on puisse être le plus près possible les uns des autres, et sur scène, et dans la salle, et avant et après. Donc, commencer à penser à du répertoire, à penser à des spectacles où on sera toujours à 2 mètres l'un de l'autre, ça n'a aucun sens. On peut peut-être le faire sur un spectacle, 2 spectacles. J'ai peut-être en tête 2, 3 pièces qui pourraient être possibles. Mais de penser que pour 1 an, 2 ans, 3 ans, on n'est que dans une distance, j'ai presque envie de dire que je préfère ne rien faire que d'être dans un rapport aseptique et que ça devienne presque la norme. Ça serait épouvantable que cette norme-là devienne comme acceptée et que ça soit l'occasion aussi pour des politiciens de dire « Hey, une ville avec un seul théâtre plutôt que 3 théâtres, c'est OK. Une ville avec que des spectacles solo ou 2, 3, c'est OK. Des décors, non. J'ai peur qu'une nouvelle norme s'installe très rapidement si on ne revendique pas haut et fort le cœur de ce qui est entretenu depuis 2000 ans, 3000 ans. Alors, le rapport international doit être maintenu, en fait, le rapport d'intimité. Et l'international fait partie de l'intimité. Anne-Marie Olivier, Martin Fauché parle de normes qui se mettraient en place. Est-ce que la norme ne peut pas aussi émaner des praticiens du théâtre? Donc, par exemple, trouver des manières de préserver l'intimité, notamment des salles. Ben oui, effectivement, parce que la norme et la liberté, je ne suis pas sûre que c'est 2 affaires qui vont très bien ensemble. Puis je pense que le théâtre, c'est le contraire de la distanciation sociale. On doit pouvoir s'embrasser, danser, combattre. On doit pouvoir se rendre compte que c'est quelqu'un de vivant devant nous qui postillonne. C'est une réunion, c'est l'Église. C'est comment préserver ça? Il faut faire attention. Je pense que l'artiste est fait pour détruire les normes, détruire les règles. En tout cas, il faut absolument être vigilant pour garder notre liberté de dire, de faire, puis bien sûr dans le respect, on veut mettre personne en danger. On veut bien sûr que non. Le théâtre, à la base, c'est pour être des êtres humains meilleurs, plus intelligents et tout ça. Donc, on veut bien sûr ne rien anéantir au niveau de la santé, de la sécurité. Mais en même temps, il faut faire très attention. Il faut vraiment lever le drapeau rouge pour dire
C'est vrai que le théâtre doit ressembler à un peep show. C'est pas vrai que le théâtre, ce n'est que des monologues. On pourra pas, là. Il doit y avoir une grande diversité des formes qui continuent à exister. Et la technique, la technologie, le numérique, Laurent Lalande, est-ce que c'est une béquille ou c'est une composante de la nouvelle norme? Non, c'est un pansement. Enfin, on a demandé à nos artistes associés d'animer un petit peu les réseaux sociaux, de faire des lectures, de faire des choses comme ça, de faire des gestes artistiques, mais il est clair que même si nous, on réfléchit, Catherine me dit tout le temps, qu'est-ce qu'on peut faire à la rentrée pour ouvrir le théâtre si on n'est pas en mesure d'être en pleine possession, il n'est pas question de faire le deuil de spectacle, c'est-à-dire que c'est un moment pour nous transitoire et que voilà, si on s'est fait mal, on fait en sorte de retrouver ses forces, mais ça, on ne peut pas faire le deuil de spectacles étrangers, des grandes formes, de décors, d'artistes. C'est pas la même chose de voir un monologue. Il n'est pas question que les scènes françaises aujourd'hui ne développent que des monologues pour entrer dans des conditions coronavirus compatibles. Enfin, on va tuer le théâtre, et donc là, on reste très très vigilant là-dessus. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, tout le monde a posté, et c'est bien, mais ça n'est absolument pas comparable de venir au théâtre, de voir un spectacle, de voir des troupes, et d'assister sur Facebook à des lectures, des musiques, des lectures de poèmes. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais c'est juste pour moi une friandise pour nous redonner le goût de revenir au théâtre. C'est pas possible que le théâtre se réduise à quelque chose comme ça. Ce serait un drame. Enfin, il faut absolument combattre ça. Oui, je relais une question du public et je la pose à Thomas Ostermayer. Comment travailler en numérique dans le spectacle vivant? Quels sont les formats intéressants qui ne sont pas uniquement des spectacles filmés? Vous avez réfléchi à cette dimension-là? Il faut mettre le micro. Toujours le même problème. Malgré le fait qu'on passe toute la journée dans les conférences pareilles, on oublie toujours de brancher le micro. On voit bien les limites de la technique, n'est-ce pas? On voit bien les limites. Voilà. On a bien réfléchi à cette question et on a pas mal des réponses à ça. Il y a un spectacle en ligne qui était fait par Raphaël Spregelburg et Marius von Meinburg. Et il y aura un deuxième spectacle que j'aime bien, où je trouve vraiment que ça fait du sens. C'est un spectacle de Duncan Macmillan qu'il a écrit pour nous, pour 2 acteurs de l'ensemble. Et ça raconte l'histoire d'un couple qui se retrouve sur Zoom, qui se rencontrent sur Zoom, qui sont il y a un célibataire, il y a quelqu'un qui n'a pas de partenaire. Et puis, c'est toute une histoire d'amour pendant une demi-heure. Et c'est assez émouvant et drôle à la fois. Donc, il y a des possibilités. Il y a aussi des possibilités de filmer en direct un événement théâtral, soit à l'intérieur d'un théâtre, soit à l'extérieur d'un théâtre, de faire participer une communauté numérique, et puis peut-être 2-3 spectateurs ou 50 spectateurs qui sont présents, et les restes être devant l'écran. Tout ça, c'est possible, mais ce n'est pas forcément convaincant à mon avis. Parce que moi, j'ai toujours défendu l'idée que le fait que le théâtre ne soit pas transmis avec un écran à deux dimensions, c'est le seul fait qui fait que le théâtre a la force et le théâtre a un avantage devant des autres médias narratifs, devant le cinéma, devant la télévision.
et tout ça. Alors, il faut absolument défendre ça. Et en plus, c'est en direct, ça veut dire que ça existe et après, c'est mort. Alors, pour moi, c'est le plus beau image pour la vie, parce qu'une représentation du théâtre commence à 8 heures et à 10 heures, c'est fini. Et ça ne revient plus jamais. Alors, c'est comme la vie. Et donc, si Martin Fauché, je crois que vous voulez réagir, la situation présente dénature en quelque sorte le théâtre. Oui, je veux dire, l'essence du théâtre est vraiment touchée dans son cœur, dans sa fibre la plus intime. Mais j'aimerais quand même dire que au Québec, dans les années 50 jusque vers début 80, il y a eu toute une tradition de Radio-Canada, la télé de Radio-Canada, où il y avait des captations en direct folles. Et avec la promotion, à l'avant-plan, des pièces, Un simple soldat de Marcel Dubé était une création jouée en direct. En pièces détachées de Michel Tremblay en 70 est un téléthéâtre incroyable. Et donc, il y a eu quand même une façon chez nous de mettre à l'avant pour vraiment l'ensemble du territoire québécois et canadien une forme théâtrale qui était excitante, qui a été abandonnée. Alors, je suis un peu partagé entre dire ça ne peut se passer que dans le moment présent. Et oui, c'est dans le moment présent. L'essence est vraiment là. Et oui, ça commence à 8 heures et à 10 heures, si tu n'étais pas là, on peut te le raconter, mais tu n'étais pas là. Mais il y a quand même des façons, mais en même temps, oui, c'est un pansement. Oui, le web actuellement, c'est comme un sac de chips où on mange toutes sortes de choses et c'est bien, mais on a encore faim par la suite. Alors, le cœur de notre activité est vraiment touché. Anne-Marie Olivier, est-ce qu'il y a des formes, est-ce que vous réfléchissez à des formes nouvelles ou différentes de captation, de diffusion et peut-être aussi de pédagogie, d'éducation du public au théâtre? C'est sûr que, comme le soulignait Martin, il y a une grande tradition du téléthéâtre, mais du radiothéâtre aussi au Québec. C'est comme ça, moi, que ma mère aimait les acteurs. C'est comme ça qu'elle a développé son amour des acteurs. Et c'est le cas pour une tranche de la population. Il y a eu un grand trou où on n'a absolument pas trouvé ça. Donc, bien sûr qu'on y réfléchit, mais est-ce que cette réunion-là va remplacer la messe dont je vous parlais précédemment? On ne le sait pas, on y réfléchit. On réfléchit aussi à des cabines, à toutes sortes de choses, Pour ce qui est de l'éducation des publics, ben, il n'y a rien comme une vraie rencontre pour le faire. C'est quand le théâtre, ça se vit dans la chair. Ça se ressent. Donc, c'est sûr que les médiums qui peuvent transmettre un peu de la passion, du jeu d'acteur, que ce soit par la radio ou... moi, je pense que le téléthéâtre, c'est quelque chose, mais il y a peut-être une forme qui serait du ciné-théâtre. Mais est-ce que c'est toujours du théâtre? Je me pose la question. Donc, oui, on réfléchit à ces formes-là, mais on n'est pas satisfait. Donc, M. Ostermayer disait que ce n'est pas convaincant. Martin Fauché disait on a encore faim. Donc, est-ce que c'est une façon plus est-ce qu'on s'informe plus qu'on ressent? Parce qu'il y a ça aussi dans l'œuvre de fiction, c'est-à-dire qu'on s'oublie et qu'on devient autre. Est-ce qu'on l'a aussi fort, ces canaux-là? Donc, on envisage ces choses-là, mais moi, je ne suis pas entièrement convaincue. Donc, vous parliez aussi d'une salle en damier. Les théâtres au Québec envisagent ce genre de choses, mais des salles à moitié pleines ou même au quart pleines, est-ce que ça va nous faire vivre le même frisson? Moi, je me pose toutes ces questions-là aussi. Oui, je lisais qu'en France, on réfléchit sur le plan technique à faire en sorte un programme qui rendrait, par exemple, il y a des gradins Corona compatibles qui feraient en sorte qu'on ne voit pas les sièges vides. Donc, l'effet, mais c'est à l'état d'examen, évidemment, d'expérimentation et même, je crois, tout simplement de développement mais c'est une idée qui fait aussi son chemin. Alors,
tout ça permettrait peut-être que la vie du théâtre continue d'exister. Depuis le début, on dresse un peu un état des lieux, hein, un état du désastre. J'aimerais quand même qu'on réfléchisse à la coopération internationale dans cette perspective-là, maintenant, à court terme et peut-être à moyen et à long terme. Est-ce qu'il y a des manières, des pratiques qui vont changer, Laurent Lalanne? C'est assez compliqué de répondre à cette question. Ouais. Je sais que Catherine Marnas est profondément influencée par l'étranger. Elle est partie en Asie, elle doit faire une masterclass en Afrique. Elle a rencontré Tony Kushner l'année dernière aux États-Unis pour Bright Room Call Day. Son scénographe, Carlos Calvo, est mexicain. Donc, je ne peux pas imaginer, en tout cas, cette influence-là, parce que ça serait quand même un appauvrissement total, hein, de ne pas travailler tous ensemble. Donc, c'est un peu compliqué de vous répondre. En tout cas, pour ce que vous disiez, nous, on n'a pas du tout envisagé de mettre des poupées dans les gradins pour faire croire aux acteurs hein, qu'il y a du monde et qu'en fait, il n'y en a pas, ou ils sont à un tiers. C'est sûr qu'en fait, on réfléchit beaucoup. Notre crainte, au final, c'est qu'il y ait un repli identitaire. Grosso modo, en se disant un discours très nationaliste, très patriotique, de se suffire à soi-même. Et ça, c'est un danger. Je trouve que la crise peut nous faire croire qu'il faut qu'on soit autosuffisant. Et je pense qu'une saison, en tout cas au TNBA, sans spectacle étranger, serait d'une tristesse incroyable. Ça, c'est certain. Je veux dire, on a tous été réhydratés, influencés, émus, bouleversés par des spectacles étrangers. Et d'imaginer un spectacle, une saison qu'avec des Français, et je pense qu'il y a de très bons artistes français, ce n'est pas le problème, mais ça serait quand même... on a l'impression de se faner quand même. On a besoin d'être décalé, on a besoin d'être bousculé, on a besoin de voir d'autres rythmes, d'autres jeux, de dramaturgie, d'autres façons de s'emparer de la scène. Et c'est un peu mon inquiétude sur les années à venir, de se dire qu'on va devoir faire du franco-français. Et ça, je trouve que dans la coopération internationale, parce que la coopération internationale, ça veut aussi dire évidemment l'accueil d'artistes étrangers, mais ça veut aussi dresser des ponts entre des structures. L'École nationale de Bordeaux, l'STBA, elle est censée partir au Japon l'année prochaine pendant 1 mois pour travailler avec des maîtres japonais. C'est extrêmement important que ces comédiens partent au Japon. C'est extrêmement important qu'on aille faire des masterclass, que Catherine parte en Afrique, tout ça. Donc, c'est un peu ça qui est, pour le coup, notre grande crainte. Enfin, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je voulais quand même... pour nous, il y a des gyrophares dans tout ça. Ne nous laissons pas glisser sur quelque chose qui viendrait faire que le théâtre se réduise, se rapetisse, et ça serait un danger quand même. Oui, mais ça, c'est le principe. Je crois qu'on sera tous d'accord sur ce principe d'international, de regard vers l'international, mais la nécessité, que fait-on de la nécessité à partir du moment où ça devient coûteux et même compliqué et même qu'il y a des résistances? Martin Fauché. Résistance peut-être de la part d'institutions ou d'acteurs ou de compagnies de théâtre qui ne tourneraient plus pour toutes sortes de raisons? Ouais. Cette crise-ci met en lumière tellement de choses qui sont pitoyables. Bon, entre autres, le service de santé, le système de santé chez nous. Et c'est fou comment est-ce que quand j'entends quelqu'un comme Thomas Ostermeyer dire qu'il dépend autant des revenus du guichet et que le maire lui dit on ne pourra pas l'accompagner, plutôt que de dire le théâtre doit exister, la rencontre humaine doit exister, et après ça, on verra bien par l'économie. Là, pour l'instant, on se définit tous par l'économie. On commence par dire une salle à moitié pleine n'est pas rentable, on ne peut pas rien faire. Alors, ça m'attriste de voir comment est-ce que les dirigeants politiques actuellement ne prennent pas les valeurs humaines en premier plan et dire comment est-ce qu'on peut redéployer ces valeurs-là pour que ça puisse persister. On commence par dire les plus faibles, on les tasse, ceux qui ne sont pas dans le modèle économique actuel existant, on les tasse, il ne restera que ce qui est dans le modèle existant jusqu'à maintenant. Alors, la rencontre de l'autre, actuellement, dans notre société,
elle est plus importante que jamais. Et c'est ça qu'il faut préserver d'un point de vue à l'éducation, en santé, en culture, en agriculture, dans tous les domaines. Alors, bien sûr que je pense qu'il y a quand même une conscience de la fierté de faire ce qu'on a à faire et le faire avec artisanat et humblement. Donc, ce côté autosuffisant, pas dans un sens patriotique, mais dans un sens, la fierté de ce qu'on a à faire. Ça met ça en lumière. Mais une fois que ça est affirmé, comment est-ce qu'on peut se remettre les uns avec les autres pour dire, vous aussi, vous le faites différemment. Alors, c'est là qu'il faut avoir une valorisation de l'humain. Cette grande crise-ci met en crise le travail de terrain. Et faire du théâtre, c'est être sur le terrain. Une salle de répétition, c'est le terrain. La scène de spectacle et la scène des spectateurs, c'est du terrain. Et comment être tout le monde ensemble sur le terrain. Et après ça, on verra bien, parce qu'il y a des fortunes colossales actuellement sur Terre. 10 personnes, si elles voulaient, pourraient toutes nous aider. Mais ces 10 personnes-là sont, je ne sais pas où, dans quelle île, dans quel bunker ils sont, dans quel habit Prada ils se lèvent le matin, et ça m'écoeure. Et c'est ça que je suis révolté. Ça met en lumière cette crise-ci, comment est-ce qu'on a négligé l'humain et que vraiment, on est obsédé par Wall Street. Thomas Ostermayer, réaction? Oui, je vois tout à fait et je suis même d'accord avec tout ce qui a été dit, sauf que le théâtre de la Schaubühne, c'est un théâtre privé et c'est assez différent à tous les autres théâtres allemands. Et moi, je suis sociétaire de ce théâtre. Donc, je suis responsable, même juridiquement. Donc, dans une situation où il y a une crise financière complète, je suis responsable pour que les gens restent en travail. Et moi, j'adore cette responsabilité parce que je trouve que on a une responsabilité, pas seulement pour l'art, mais aussi pour les gens avec qui on crée de l'art. Donc, dans cette situation-là, parce que je vis dans le néolibéralisme et il y a cette fameuse citation de Adorno qui dit es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Alors maintenant, il faut de la traduction parce que depuis des années, j'essaie de trouver une traduction pour ça en français. Peut-être quelqu'un du Goethe-Institut pourrait aider là. Il n'existe pas la vraie vie dans la fausse vie. C'est une mauvaise traduction, mais ça veut dire qu'on ne peut pas retrouver l'indépendance matérielle dans un système hyper matérialiste. Donc, il y a les contraintes pareilles. Ça ne veut pas du tout dire que je n'ai pas une autre utopie et je n'ai pas de rêve d'une autre société. Et aussi, il faut dire que la crise montre à 2 mois plus tard pour moi, est arrivé le moment où il faut vraiment réagir à des défis concrets. Alors, nous, on est déjà arrivé à un moment où il y a des défis très concrets, comme aussi à Bordeaux, comme à Québec, bien évidemment. Mais les défis concrets font qu'on puisse faire du théâtre ou ils évitent qu'on puisse continuer à faire du théâtre. Il n'y a pas seulement la question financière, mais moi, par exemple, je veux faire, comme Anne-Marie Olivier, je veux faire du théâtre devant un grand public. Ça, pour moi, ça fait partie de cette souffle partagé entre la scène et la salle. Donc, bien évidemment, je peux m'imaginer, et moi-même, je l'ai déjà fait, j'ai fait des petites promenades à Berlin. Il y a 20 ans, j'ai pris un petit bus, on a eu 50 spectateurs. Ça va, c'est possible. Mais pour le survie du théâtre, il faut le grand public. Parce qu'il faut savoir que déjà aujourd'hui, les spectateurs du théâtre font
2% de la société. 2% des Allemands vont régulièrement au théâtre. Et moi, je veux me battre pour qu'il y ait 3, 4, 5 qui vont plusieurs fois dans l'année au théâtre. Parce que sinon, on est dans un tour d'ivoire, ça existe cette expression en français. Et moi, je n'aime pas du tout ça. Je ne veux pas faire du théâtre pour que des bourgeois qui ont le fric et la culture et l'éducation de savoir qu'est-ce que c'est le théâtre. Moi, je veux vraiment un public populaire séduire d'aller dans les grands temples de l'art, de la bourgeoisie du 19e siècle. Parce que je crois que le problème qu'on a dans nos sociétés, c'est le problème entre nous, la bourgeoisie, et la situation qu'un tiers de nos populations a le sentiment qu'ils sont exclus d'un discours, qu'ils sont exclus de la société, exclus à la fois financièrement, mais aussi parce qu'ils ne sont pas représentés. Ils ne sont pas représentés dans la politique, ils ne sont pas représentés sur la scène, dans le théâtre, dans l'art, dans les musées. Ils ne se retrouvent pas, à part de Ken Loach, qui est un des derniers, et peut-être les frères Dardenne dans le monde du cinéma, qui ont des personnages de la classe populaire. Il n'y a pas une représentation de cette problématique sociale dans la plupart des théâtres. Et je vois un lien entre cette discussion, donc on fait du théâtre pour 20 personnes ou pour 50 personnes, et cette situation que je viens de décrire. Il y a un lien et il faut se battre pour des grands publics, pour des grandes salles, pour qu'il y ait 1000 personnes devant nous et pour qu'on joue. Par exemple, ici à la Charbonnier, on a annulé beaucoup plus que 53 représentations parce qu'on joue. Il y a des soirées où on joue 3 différents spectacles et c'est toujours plein. Et on a réussi, après 20 ans, de créer un nouveau public. D'ailleurs, un public très, très international qui reflète la situation de Berlin qui est devenue une métropole internationale. Donc, juste pour répondre un peu peut-être à la question. Oui. Donc, ce débat, en fait, il était antérieur à la crise du coronavirus. Hein. Tout le monde connaît la phrase de Villard, le théâtre élitiste à la portée de tous. Est-ce que la situation présente a exacerbé, si je comprends bien, parce qu'en privant les théâtres de revenus de billetterie, a exacerbé ce qui était cette problématique qui était déjà à l'œuvre dans le théâtre? Bien évidemment, ça a exacerbé aussi la situation de l'injustice dans nos sociétés, ouais. Parce que en Allemagne, par exemple, on a bien réfléchi comment sauver les grandes entreprises, mais on n'a pas un fonds pour les femmes qui restent à la maison, qui s'occupent des enfants. Il n'y a pas une sorte de rémunération pour ça. Il n'y a pas des aides pour les gens qui ne savent pas quoi faire parce que les crèches sont fermées et les kindergarten sont fermés et les écoles sont fermées. Alors donc, si tu as une femme toute seule avec des enfants, qu'est-ce que tu fais? Et il n'y avait pas des aides. Maintenant, ils commencent à construire des aides pour ça. Donc, la crise montre les tensions, les conflits qui étaient déjà dans la société. Et aussi, il faut, franchement, honnêtement, il faut dire aussi à l'intérieur du théâtre. À l'intérieur du théâtre, les programmes qu'il y aura, les programmations, les productions qui vont être faites, pour nous, je peux vous dire, il faut admettre ça, même si je n'aime pas la vérité, mais nous, on s'est concentré sur les grandes productions avec les grands metteurs en scène qui sont importants pour nous et on était forcés à annuler tous les petits formats, les petits spectacles des assistants, des débutants dans les milieux professionnels
parce que dans une situation normale, c'est une sorte de pont. Donc, on fait des grands spectacles et avec les revenus, on produit les choses qui ne sont pas encore beaucoup de succès. Et c'est ça le travail de l'éducation. Donc, moi, ce que m'enquête beaucoup, parce que j'enseigne aussi des étudiants, m'imaginer de sortir d'une école de théâtre dans cette situation actuelle, c'est le cauchemar. C'est le cauchemar pour tous les gens qui commencent le métier parce qu'ils ne vont pas trouver du boulot, même s'il y a un vaccin dans quelques mois. Et on va ressentir les effets de cette crise financière qui est le résultat d'une crise biologique. On va ressentir ça pour les années, les 2, 3, 4, 5 années qui sont devant nous. Oui. Anne-Marie Olivier, donc on le voit, la crise impacte également la programmation, pas uniquement dans un axe international ou national versus national, mais aussi dans un axe débutant et acteurs ou pièces chevronnées. Est-ce que vous ressentez aussi ce resserrement, on va dire, ce repli vers, faut bien appeler ça des valeurs sûres? Ben, en fait, ça a tout un effet domino et ça diminue la réactivité qu'on a au niveau de la programmation. C'est sûr qu'on peut aussi décider d'annuler complètement des choses. Mais moi, je veux rebondir sur ce que M. Ostermayer disait, c'est-à-dire cette grande crise-là au niveau sociétal, elle va amplifier l'écart entre les pauvres et les riches, donc aussi amplifier l'antidémocratisation de la culture, donc l'accès à la culture pour les plus pauvres. Donc, ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Puis effectivement, pour les jeunes praticiens, c'est terrible parce que les professionnels déjà qui ne sont pas affiliés à une compagnie, tout ça, sont dans un état de précarité. Donc, les petits jeunes qui commencent, qu'est-ce qu'on a pour eux? Donc, il va falloir, oui, remettre la machine en marche, mais aussi voir c'est quoi les angles morts qu'on a. Par exemple, les jeunes praticiens. Donc, je ne réponds pas tout à fait à votre question, mais oui, effectivement, va falloir faire des choix. Il y a des choses qu'on va devoir mettre de côté. Et puis, oui, effectivement, il faudrait, en tant que milieu, que ce soit local ou international, être bienveillant les uns envers les autres et dire, et les jeunes praticiens et les praticiens plus aînés, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, par exemple, dans un spectacle qu'on devait répéter, j'ai M. Roland Lepage qui a 80 ans qui devait répéter avec nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas le mettre en danger, on ne peut pas le tuer. Fait que, il y a plein d'angles morts qu'il va falloir se nommer pour être vigilant, pour bien faire nos missions d'artistes qui sont profondément humanistes. Laurent Lalande, quel rôle pour l'État, quel rôle pour le politique dans les circonstances? Qu'attendez-vous? Il faut brancher votre micro. Pardon, excusez-moi. Déjà, nous, on a un gel qui chaque année est annoncé et qui est en général dégelé pendant le Festival d'Avignon et qui s'annonce a priori pas dégelé. C'est clair que pour nous, on attend que le ministère soit extrêmement présent. Alors après, je trouve qu'au niveau de Bordeaux, de nos interlocuteurs, ils sont très présents, mais on a quand même une série de mauvaises nouvelles quand même. Hein. On a l'impression que tout le monde se prend un coup sur la tête. On voit que l'État donne 7 milliards à Air France, 3 milliards, je ne sais pas à qui, 18 milliards pour le tourisme. Donc, c'est sûr que le théâtre, tout à coup, paraît quelque chose de bien secondaire et c'est bien dommage que ça paraisse comme secondaire. Donc, il y a une espèce de vigilance. Après, on a du mal aussi nous à se plaindre parce qu'on a un centre dramatique national et je vois bien les compagnies qui étaient programmées au Festival d'Avignon, qui avaient une visibilité. J'entends les artistes et les metteurs en scène qui pensaient à partir de là avoir des tournées. Donc, on a toujours des difficultés à se plaindre. Mais oui, on espère que quand même l'État va entendre que la perte de la billetterie,
qui, comme le disait Thomas à un moment donné, quand on fait des tournées, on rentre de l'argent. Et c'est pour ça qu'on peut aussi soutenir l'émergence. Le TNBA est une école, hein, et que les étudiants qui sortent de l'école, on a comme pour mission de les accompagner. Mais si on n'a plus cet argent, c'est-à-dire que tout va se déliter. Donc, je ne sais pas si je vous réponds à la question, mais des fois, on a l'impression que les gouvernements ont une mauvaise connaissance de nos métiers quand même. De la nécessité, de qu'est-ce que ça veut dire des temps de répétition, des résidences. Les spectacles, ils ne sortent pas de nulle part tout de suite. On a besoin de temps, on a besoin de répétition et on a l'impression que tout ça ne se voit pas ou ne se sait pas. Oui, je comprends qu'on est au début au début d'un processus il y a avant, pendant la crise et un début de l'après qui s'esquisse un peu. Est-ce que la coopération internationale, étant donné que les situations finalement présentent des points de similitude, hein, des uns et des autres, à ce que vous décrivez depuis tout à l'heure, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des pratiques différentes qui vont être adoptées en matière de coopération internationale entre organismes, mutualiser des efforts, des difficultés, peut-être aussi des moyens pour faire advenir la dimension internationale, la faire perdurer, la dimension internationale? Oui, Laurent Lalanne. En fait, par rapport à ça, on est en train d'élaborer une réflexion et Catherine Marnas est très vigilante. Pour exemple, très clair, il y a quelque temps, nous devions prendre un spectacle brésilien et nous étions 4 partenaires en France à accueillir ce spectacle. Et pour des raisons financières, il y en a 2 qui se sont retirés. Et Catherine me dit, soit on trouve des nouveaux partenaires, soit on n'invite pas le spectacle. Parce qu'elle me dit qu'il faut que faire venir des spectacles étrangers soit économiquement, mais surtout écologiquement viable. Traverser l'Atlantique, parce que c'était le Brésil, faire venir 10 interprètes, un décor par cargo, si c'est pour lui proposer que 5 ou 6 représentations, moi en tant que directeur des productions, et je m'occupe de la diffusion, elle m'incite à me dire il faut qu'on trouve des partenaires, il faut qu'on s'écoute les uns les autres, il faut écouter le désir d'un qui me dit voilà, j'ai eu un coup de cœur pour de façon à ce que les spectacles se voient le plus possible, parce qu'on est bien d'accord que chaque artiste a envie de jouer le plus longtemps possible. Alors, on n'est pas festival comme Martin, on est un théâtre à l'année, mais c'est vrai que cette question du corona pose aussi une question plus large de l'écologie, l'empreinte carbone. On se pose la question de mettre des feuilles de salle à l'entrée. Je sais que la manufacture à Bordeaux n'en donne plus et on peut les télécharger sur Internet. Enfin, il y a quand même aussi des questions là. Utiliser des décors, des spectacles qui sont a priori ils ne vont plus tourner. Comment on peut faire? Je sais que nous, il y a des décors qu'on a donnés à Julien Duval qui avait une nouvelle production et qui montait un Dorin. Bon, il a dit sers-toi. C'est quand même toutes ces questions-là qu'on doit aussi se poser, quoi. Oui. Martin Fauché, il y a un avant et un après en matière de pratique théâtrale, en matière de coopération internationale aussi, d'échanges internationaux dans la discipline du théâtre, avec ce qu'on vit maintenant. Il y a comme une plus grande conscience du moment précieux qu'on vit quand on se voit mutuellement, quand on se visite, quand on regarde. Je pense qu'il va y avoir une qualité de regard posée sur l'autre qui ne sera plus le même. Il va y avoir ça. Après ça, sur la mutualisation, c'est des choses qui ont été véhiculées depuis 10-15 ans et qui étaient beaucoup pour moi du vœu pieux et qui n'ont jamais été pris en relais par les gouvernements pour vraiment mettre en application ça. Alors, je veux bien, mais on est souvent comme pris en otage dans des choses comme ça, comme le mot numérique qui a été lancé il y a une dizaine d'années comme étant un mot magique. La panacée. Mise en commun, mais quand tu n'as rien, tu ne peux pas mettre grand-chose en commun. Alors, je ne dis pas qu'on n'a rien, là, mais on a une conscience sociale dans la pratique théâtrale, dans la pratique de la danse, qui fait en sorte qu'on est dans une certaine humilité et un certain partage, et on ne veut faire que ça, et poursuivre ça. Alors, ce mot de réinvention, de se réimaginer, ça non plus, j'embarque pas là-dedans.
parce qu'on le fait tout le temps. Alors, l'après, c'est comme, j'espère que ça sera aussi fort qu'avant. Et c'est ça que je souhaite vraiment, préserver l'essence de ce qu'on aime. Alors, mine de rien, vous aurez eu le mot de la fin, puisque le temps est déjà écoulé. Cette heure a passé très rapidement. Merci, merci à tous d'y avoir participé. Donc, Martin Fauché, Laurent Lalanne, Anne-Marie Olivier, Thomas Ostermayer. On voit que les pratiques sont diverses. On voit que les problèmes parfois convergent et que peut-être les solutions aussi pourraient converger ou pourraient diverger. Et puis, on voit le rôle de l'État aussi, le rôle du politique, entendu au sens noble du terme, et le rôle des théâtres par rapport au public et par rapport à la société. La conscience sociale du théâtre, je crois, à vous écouter les uns et les autres, n'a jamais été aussi affirmée et aussi nécessaire. Alors, le prochain webinaire, c'est mardi prochain, le 26, et il porte sur la littérature. C'est à 11 heures, donc ça apparaît à l'écran, 11 heures, heure du Québec, 17 heures, heure française et allemande. Je rappelle que ces webinaires sont une initiative du Consulat de France à Québec et du Goethe Institut, que je remercie d'y avoir pensé, et puis aussi de leur assistance technique, parce qu'on a vu que la technique, c'est pas non plus une panacée, il faut l'apprivoiser. Voilà, merci à vous quatre, merci aux gens du public qui nous écoutent, qui nous regardent, et puis à la semaine prochaine.